Oh putain. Eh, j'ai des poils qui s'hérissent. Oh purée. Là on est dans une tour de garde. Oh là là. C'est la guérite de garde. T'as pris en photo, Kate? Hein? J'en suis sans voix. J'entends le chant. J'en suis sans voix avec le chant. Et toi? C'est les sortes de partisans. Oui, le chant des partisans. Purée. Les dégâts que ça a fait, ces trucs-là. C'est une mine? Non, c'est quoi derrière? Le cochonnet des déminations. C'est une mine alors, derrière. Ouais, un soie 44. En fait, ils mettaient ça pour que ça les... Je suis désolée s'il y a du vent. J'espère que ça s'entendra pas trop. Les cochonnets de déminage. D'accord. Donc ils lançaient ça pour déminer apparemment. Hein? Pour national. Écoute. Les tambours. C'était pas carré. Tu vas tenir sans cigarette? Oui. T'es sûr? Oui. Ah, oh, ça sent les égouts. Dommage. Attends que je filme avant que... Oh putain, c'est votre temps. Quand c'était bon, non, faut que tu te mettes dedans. Tout était bon. Voilà. Je sais que je suis bonne. Non, c'est pas toi qui bête. Les moyens de détection. Non, 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 non. On va se battre. Les moyens de détection. Pérez. Non. Non. Je sais pas si je vais pouvoir filmer là-dedans. À tout hasard. Non. Parce qu'il y a un truc avec les bancs. Dès que tu vois... C'est ça, satellite. Oui, oui, c'est le satellite. Un radar, pardon, un radar. C'est un, ouais, un radar. Étonnamment, ma batterie tient bien. D'accord.
Berlin, 1930. Sous la direction du capitaine Dornberger, l'armée allemande donne naissance à un service spécialisé dans la recherche sur les fusées à carburant liquide. À la suite de ces travaux, en 1936, Dornberger, rejoint par von Braun, aménage le centre de recherche de Penmoon. C'est là qu'ils achèveront la conception et le développement de la première fusée opérationnelle de l'histoire du monde, le V2. Après 6 années, le 3 octobre 1942, pour la première fois, le lancement du V2 est un succès total. Entre-temps, le 24 mars 1933, Hitler obtient les pleins pouvoirs. Il instaure le régime nazi. Sa politique, pour faire face à la crise économique, débouche sur la préparation de la guerre. Je fixe en conséquence les tâches suivantes. L'armée allemande doit être prête à combattre dans 4 ans. L'économie allemande doit être en état de soutenir une guerre dans 4 ans. Mémoire secrète d'Adolf Hitler. 3 septembre 1939. Suite à l'invasion de la Pologne, l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. « 1940, c'est la guerre éclair. La France est vaincue. Seule l'Angleterre n'a pas encore abdiqué. 1941, Hitler envahit l'URSS et le 7 décembre de la même année, en réponse à l'attaque japonaise de Pearl Harbor, les États-Unis entrent dans la guerre. Le conflit prend alors une dimension mondiale. Devant la situation, chacun des deux camps utilise l'économie et la science. Les Alliés bénéficient du radar et de l'ASDIC. Les États-Unis mettent au point la bombe atomique. Quant aux Allemands, forts de plusieurs années de recherche, ils mettent en œuvre la construction de leur arme V, dite de représailles, le V1 et le V2. Des rampes de V1 sont installées dans plus de 400 points stratégiques. Et le 22 décembre 1942, Hitler donne l'ordre au général Dornberger de construire de toute urgence un bunker dans le nord de la France. Il devra servir d'usine d'assemblage, de fabrication d'oxygène liquide et de base de lancement des fusées V2. Son objectif, l'invasion de l'Angleterre. Le site d'Eperlek est alors retenu. Février 1943. Les plans du bunker sont achevés et en mars, les travaux commencent. Plus de 3000 ouvriers travaillent jour et nuit. Le bâtiment doit être opérationnel en octobre. À cette époque, la population locale est persuadée qu'il s'agit de la construction d'une centrale électrique. À Londres, les autorités britanniques ignorent encore, et pour longtemps, le rôle exact de cette construction. Pourtant, suite à une série de photos aériennes prises par la Royal Air Force, les Alliés décident le bombardement de ce qu'ils appellent une construction de caractère très spécial. Le 27 août 1943, 185 forteresses volantes de la US Air Force, protégées par les avions de chasse de la Royal Air Force et de la Force aérienne française libre, lâchent 366 bombes d'une tonne sur le site. La partie nord du chantier est dévastée et de nombreux ouvriers sont blessés ou tués. D'autres en profitent pour s'échapper. Cette magnifique forêt qui nous entoure n'est plus alors qu'un champ de cratères, un paysage lunaire. Aujourd'hui encore, vous pouvez observer les traces impressionnantes de ces bombardements. Lorsque les travaux reprirent en novembre 1943, les autorités allemandes employèrent un grand nombre de déportés de toutes nationalités. C'est en leur hommage que les drapeaux de toutes ces nations flottent à l'entrée du chemin qu'ils empruntaient pour rejoindre leur camp, escortés par les capots. Ce chemin que l'on appelle aujourd'hui Allée des drapeaux.
J'ai pas repris de batterie. Non. Je vais tomber en panne de batterie. Putain, ça va, mon téléphone il prend vraiment de bonnes photos. Oh, regarde-moi ça. Ici.